Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin, d'autant plus que c'est la première grande interview que vous donnez depuis que vous êtes le président du groupe Les Républicains, enfin du parti Les Républicains. Vous êtes également député des Alpes-Maritimes. On va bien sûr revenir sur les retraites puisque au fond, c'est vous qui détenez la clé de cette réforme. Le gouvernement compte beaucoup sur vous. Mais je voudrais d'abord qu'on parle de cette guerre des gangs. Un jeune homme de 16 ans qui a été tué hier devant son lycée. Il y avait un groupe de 6 à 10 adolescents qui avaient monté un guet-apens. 2 adolescents attaqués, l'un d'eux est mort, l'autre est grièvement blessé. Et le procureur de la République de Créteil estime qu'il s'agit en effet d'un phénomène de bande. Est-ce qu'on peut éviter ces bandes? Est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il n'y en ait plus? Est-ce qu'on peut éviter aussi les risques de vengeance? D'abord, c'est un drame terrifiant. C'est l'école qui est aussi le cadre de cette violence, de cet ensauvagement que nous constatons un peu partout sur le territoire de la République. La violence gagne du terrain et elle est de plus en plus présente chez des jeunes qui eux-mêmes sont les otages de ces bandes. 45 bandes, je crois, sont recensées officiellement par la préfecture de police en Île-de-France. Il y a eu des affrontements multiples, je crois 300 l'année dernière. Donc c'est une situation qui se dégrade, c'est une situation qui est grave. Quand vous dites ensauvagement, ça induit l'idée qu'il y a une aggravation, que c'est de plus en plus sauvage. C'est un fait, je le déplore. Je crois que la réponse, vous appeliez à des réponses, la réponse, elle est dans une fermeté plus forte sur la délinquance des mineurs, sur des structures plus nombreuses. On manque cruellement de places, de structures fermées pour les mineurs délinquants. Il y a une forme de non-réponse ou de délai de réponse trop long, quels que soient les textes qui ont été votés. Pour les mineurs délinquants, il faudra changer une fois pour toutes, supprimer cette excuse de minorité. Quand il y a des actes qui dégénèrent si fortement, il faut appeler à une plus grande fermeté. Mais quand vous voyez qu'il s'agit de bandes qui parfois perdurent de génération en génération, le problème n'est pas uniquement aujourd'hui politique sur le nombre de places, non ? Ça veut dire aussi que la République se délite quelque part dans ces quartiers, dans ces territoires, que la loi de la République ne s'y exprime plus avec la force contraignante nécessaire. Donc il faut que la République regagne cette bataille contre la violence, contre la délinquance. Elle l'a perdu pour vous. Quand vous dites regagne, ça veut dire qu'elle l'a perdu. Elle a déjà perdu. Et j'ai la faiblesse de croire qu'une fermeté qui sera dissuasive sera la seule réponse. La République, pour vous, est menacée, presque. Vous avez l'air de dire que la République est menacée dans ces quartiers. On voit que certains territoires sont devenus des zones de non-droit. Là, c'est un affrontement de bandes, des mineurs. On voit la propagation du trafic de drogue qui souvent nourrit ces réseaux de délinquance aussi, sans que les vraies réponses y soient apportées. On nous assène des chiffres en disant qu'il y a plus de saisies, mais c'est surtout parce qu'il y a plus de trafic. Donc, c'est une réponse globale, pour vous, les chiffres éducative, qui doit ça veut dire être que les chiffres, alors il y a deux choses dans ce que vous dites. Dans la réponse pénale qui doit être mobilisée de façon beaucoup plus générale. C'est un combat de société, c'est un combat vital pour notre pays. Mais quand le ministère de l'Intérieur annonce des chiffres de saisie de drogue plus importants qu'avant, vous vous dites en fait c'est plutôt une mauvaise nouvelle ? C'est pas une mauvaise nouvelle, c'est le signe que le trafic explose. Voilà, il y a de plus en plus de consommation, il y a de plus en plus de trafic. Et ça, c'est un fait. Alors, il y a plus de saisies dû au travail efficace des policiers. Je ne suis pas certain que la réponse pénale suive derrière. Et je le dis notamment pour les consommateurs, parce que l'amende forfaitaire délictuelle, c'est une avancée positive. Hein, je le dis, je l'ai soutenue d'ailleurs quand elle a été proposée, mais il faut aller beaucoup plus loin, notamment dans le montant des amendes aujourd'hui. Il faudrait qu'il soit carrément... Il faut que la consommation ne soit plus banalisée, même valorisée. Aujourd'hui, on est à 200 €. Il faut au moins doubler ces amendes. J'avais proposé qu'on puisse passer à 1 000 €. Il faut que ça soit dissuasif. Mais le trafic de drogue est souvent à la base des faits de violence, de délinquance, voire de criminalité les plus graves dans ces quartiers. Un dernier mot sur ce point. Éric Ciotti, vous l'avez vu
la semaine dernière, des habitants d'une cité HLM à Marseille qui se sont organisés eux-mêmes en faisant des rondes, y compris la nuit, dans le hall de leur immeuble pour empêcher les trafics de drogue de s'installer. Ils ont le soutien de la mairie des quartiers nord de Marseille. Ils ont même le soutien des policiers qui disent heureusement qu'ils le font. Est-ce que vous soutenez ces habitants? En tout cas, je comprends cette position. Et on en est là. C'est dramatique pour la République. Vous m'interrogiez tout à l'heure si la République a perdu son combat. On est en train de le perdre. Et il faut une réaction. Et d'ailleurs, je proposerai avec les Républicains un grand plan de reconquête de ces quartiers et de combat contre la drogue. Voilà. Il faut qu'on ait des mesures très précises, très claires. D'abord, contre la consommation. Parce que il y aura toujours du trafic. Il y aura toujours du trafic si la consommation est quelquefois banalisée, valorisée. Il faut qu'elle soit sanctionnée plus fortement. Toutes les drogues, y compris le cannabis. On a des outils aussi. Y compris le cannabis. Bien sûr. D'abord, le cannabis, c'est la source de tous les trafics aujourd'hui. Il y a le cannabis qui est complètement banalisé. Il y a la cocaïne, donc il faut s'attaquer à ces trafics. On a perdu un outil important du fait d'une décision assez incompréhensible du Conseil constitutionnel qui a interdit la fouille des véhicules par les douanes. C'était l'article 60 du Code des douanes. Aujourd'hui, on voit beaucoup de procédures judiciaires qui relaxent des réseaux criminels de trafiquants de drogue à ce motif, parce que la saisie a été faite dans un cadre supposé illégal. Donc, il faut que le gouvernement légifère très vite. Il a jusqu'au 1er septembre pour le faire, à la demande du Conseil constitutionnel, mais c'est un vide juridique dans lequel les trafiquants se sont engouffrés et c'est extraordinairement dangereux pour beaucoup de procédures. Éric Ciotti, je voudrais qu'on parle des retraites puisque vous vous apprêtez à donner une majorité à Emmanuel Macron, sans arrière-pensée, sans état d'âme, Éric Ciotti. Dans cette affaire, moi, ma seule boussole, c'est la cohérence et la responsabilité. La cohérence avec ce que la droite républicaine a toujours dit et fait, puisque nous avons tenté de corriger les dégâts de la réforme de M. Mitterrand en 1981 qui a porté la retraite de 65 à 60 ans. Ça fait 40 ans, c'est presque de l'archéologie politique, mais c'est une réforme qui se chiffre à plusieurs centaines de milliards d'euros pour notre pays. Plus de 1000 milliards d'euros. Si on n'avait pas fait cette réforme aujourd'hui, on aurait vraisemblablement 1000 à 1500 milliards d'euros de moins de dettes. Premier point, nous avons fait les réformes, Balladur, Fillon, Sarkozy, qui ont permis de permettre des petites réformes, parce que sinon de sauvegarder le système par répartition. Moi, mon objectif, c'est qu'on sauve le système par répartition. Un système par répartition, c'est quoi? C'est ceux qui travaillent aujourd'hui qui paient la retraite de ceux qui ont travaillé hier. C'est un contrat de confiance entre les générations. Eh bien, il y a un problème démographique évident, c'est assez facile à comprendre. Dans les années 60, il y avait 4 actifs qui payaient la pension d'un retraité. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 1,7 pour un retraité. Et demain, dans les années 2050, on sera presque 1,4 actifs pour un retraité. Il y a de plus en plus de personnes de plus de 65 ans. Là encore, on était à 1 sur 8 dans les années 80, on est à 1 sur 5 aujourd'hui, 1 sur 4 donc en 2005. Donc ça veut dire que soit on change le système complètement. On a vu ce que ça a donné, la réforme de M. Macron, qui a échoué lamentablement en début de premier quinquennat, la réforme par points. Soit on va vers plus de capitalisation. Ça peut se faire, c'est ce qu'avait fait François Fillon d'ailleurs, dans la réforme de 2003, avec les plans épargne-retraite. Il faut favoriser cette retraite, ça peut être fait qui est une retraite pour vous. à côté, parallèle. On doit pouvoir l'encourager. Mais je suis attaché au système de solidarité, au système voulu par le général de Gaulle après la libération. Il faut le préserver. Tout ça il pour faut dire, le protéger. Que vous voterez nous avons la réforme toujours souhaité une réforme. Pour la première fois, il y a une réforme qui est présentée après avoir attendu 6 ans. On a perdu, M. Macron a perdu beaucoup de temps. On rajoute les 5 ans de M. Hollande, ça fait 10 ans d'immobilisme. Et aujourd'hui, la réforme, elle doit être, c'est de la façon dont elle a été présentée,
Elle est plus brutale parce que du temps a été perdu, trop de temps a été perdu. Mais elle est aujourd'hui... Elle est nécessaire. Une réforme. D'ailleurs, je constate dans un sondage publié par Les Échos ce matin que 60% des Français estiment qu'une réforme est nécessaire. Oui, après, ils ne sont pas forcément d'accord avec celle-ci. J'allais venir. Ils ne sont pas forcément d'accord avec les mesures, avec certaines mesures, mais chacun est conscient qu'il faut une réforme des retraites. Il faut être responsable. Et il faut, à droite, être cohérent avec ce que nous avons toujours prôné. Moi, j'ai été candidat par 2 fois à des élections, notamment à l'élection primaire de ma famille politique. J'ai toujours porté ce projet. Donc... Quel sens aurais-je à demain m'opposer à une mesure que j'ai défendue hier? La vie politique, c'est aussi de la cohérence. Vous voterez donc demain la réforme telle qu'elle est présentée par le gouvernement? Je souhaite pouvoir voter cette réforme. Nous avons posé des conditions. Pas beaucoup. Certaines ont déjà été entendues. Ben oui, le rythme de la réforme, on était parti sur 65 ans dès 2027. On est sur un rythme plus lent. Nous l'avons soutenu pour que la réforme soit moins brutale. Je mesure et j'entends l'inquiétude, même la colère de certains Français qui avaient prévu un schéma de retraite. Donc on a voulu atténuer la pente de la réforme. On a voulu, c'est un point essentiel, permettre aux petits retraités qui ont des retraites extrêmement modestes, indignes même, ceux qui vont rentrer dans le système, mais surtout ceux qui y étaient déjà et qui avaient des retraites très, très faibles, de voir leur retraite jusqu'à 100 € par mois revalorisée. En tout cas, là-dessus, lors de notre dernière réunion de travail la semaine dernière avec la Première ministre, nous avons été entendus. Alors qu'est-ce qu'il nous verrons parce que sur ce point juste des petites retraites, il y en a un chez vous, Aurélien Pradié, qui dit qu'il redoute une entourloupe, je le cite, et qui pose plusieurs conditions, notamment sur ces petites retraites. Il dit 1 200 €, je veux que ce soit non seulement pour les nouveaux entrants en carrière complète, mais aussi pour ceux qui sont déjà à la retraite. Avez-vous la garantie que ce soit le cas? C'est ce que nous a dit la Première ministre. Nous avons Donc vous ne voyez pas d'entourloupe comme Aurélien Pradié? Le diable peut se cacher dans les détails. Donc Aurélien Pradié a raison. Nous devons être vigilants. On verra ce qui sort des assemblées, des débats parlementaires. J'entends que des membres de la majorité, M. Bayrou, propose une hausse des cotisations. Tiens, écoutez, on va l'écouter parce que j'y suis totalement opposé. C'était sur BFM TV dimanche. Écoutez les propos de François Bayrou. Une participation modeste des entreprises peut donner aux Français le sentiment de justice sur ces affaires-là, faire payer les retraites d'aujourd'hui par ceux qui sont au début de leur carrière, dans 10 ans, dans 20 ans, et leur mettre cette charge sur le dos, pour moi, c'est moralement inacceptable. Moralement inacceptable, et il voudrait que le patronat participe. Moi, je refuse qu'on augmente les cotisations. Augmenter les cotisations, ça aboutit à quoi? Soit à baisser les salaires, pour les cotisations salariales. Ça veut dire en pleine crise du pouvoir d'achat, on aurait une diminution des salaires. C'est l'inverse qu'il faut faire. Le problème de la France, c'est le niveau trop faible du salaire net par rapport au salaire brut. Soit ce que propose M. Bayrou, faire porter l'effort sur les cotisations patronales, ça veut dire qu'on va renchérir le coût du travail de façon globale, affaiblir la compétitivité de nos entreprises et donc accentuer le mal français vers la délocalisation. Vous êtes plus macroniste que les macronistes, vous êtes encore plus macroniste que François Bayrou. Je suis cohérent avec ce qu'on a toujours dit. C'est pas une histoire de macronisme. Le macronisme, c'est une parenthèse de l'histoire qui est en train de se refermer. Nous sommes la droite républicaine. On aspire à redevenir demain en responsabilité pour redresser un pays qui sombre. Je ne vais pas dire l'inverse de ce que j'ai toujours dit et de ce que je crois nécessaire pour le pays. Vous voterez donc en l'état avec cette attention aux détails, comme vous le dites. Comment le texte... J'entends un autre membre de la majorité, je reviendrai là-dessus, M. Ferracci, député très proche du président de la République, qui dit il faut faire diminuer les pensions de certains retraités. Nous y sommes aussi totalement opposés. Donc il y a ces lignes rouges. Moi, j'exclus ces deux positions, soit la hausse des cotisations, soit la baisse des pensions. Il reste qu'une troisième voie. Le reste, c'est mentir. Et nous sommes responsables. C'est demander à ceux qui sont aujourd'hui en activité de travailler sur la durée de la vie un peu plus, en nuançant pour les femmes qui ont des carrières heurtées, pour ceux qui ont commencé très tôt,
pour ceux qui ont des métiers avoir été, pénibles. entendu. Donc tout ça, on va en débattre. Mais moi, je souhaite, au final, pouvoir voter une réforme des retraites, non pas pour faire plaisir à qui que ce soit, parce que c'est indispensable donc, pour le pays. Refus de taxer ou de baisser les pensions des plus fortunés, des retraités les plus fortunés, et faire attention donc à ne pas augmenter les cotisations patronales. Dans ces conditions-là, vous voterez la réforme. La mobilisation elle-même, est-ce que vous redoutez un jeudi noir ou est-ce que vous estimez que ça fait partie du jeu démocratique? Ça fait partie du jeu démocratique. C'est le jeu. J'espère que ces manifestations se dérouleront dans le calme, dans la sérénité. C'est une inquiétude. J'espère qu'il n'y aura pas de dérapage. J'ai vu certaines menaces un peu scandaleuses contre les élus. Notamment, de la CGT Énergie. Je cite Sébastien Messelpied qui dit « Toutes les actions décidées seront mises en œuvre, tout sera possible, la grève reconductible va être posée. » Et il ajoute « On va aller voir ceux qui veulent la réforme, qui la soutiennent, et ceux-là, on va s'occuper d'eux. » C'est une menace qui est inacceptable en démocratie. Voilà. En démocratie, chacun s'exprime, c'est le Parlement qui décide. C'est pas les blocages, c'est pas les prises en otage. Voilà. Après, le droit de grève est un droit constitutionnel. La manifestation. Est-ce que vous vous sentez menacé? Est-ce que vous vous dites, ce qu'il dit là, ça pourrait pas être, du tout. Moi, je soutiens la réforme, je discute chez moi et depuis longtemps avec les responsables de la CGT Énergie, par exemple. D'ailleurs, je suis d'accord avec eux sur leur position sur le nucléaire, sur l'hydroélectricité, sur la déstabilisation d'EDF. Donc, on est en dialogue. C'est des gens que je connais et voire que j'apprécie. Je sais pas si, je crois même que c'est réciproque. Mais voilà, on discute. Donc, il y a un débat. Moi, j'ai pas d'inquiétude personnelle. Ce que je dis, c'est que ces messages, et je ne les ai pas vus d'ailleurs repris par les responsables syndicaux au plus haut niveau. Ils n'ont pas leur place en démocratie. 2 points encore, Éric Ciotti, l'un sur une enquête Mediapart qui vous cible, mais aussi un point sur les chars lourds qui pourraient être envoyés à l'Ukraine. Est-ce que vous y êtes favorable ? Il faut faire attention à toute forme d'escalade, mais moi je combats, je soutiens le combat du peuple ukrainien pour sa souveraineté. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un risque d'escalade. Préservons-le. Ça veut dire quoi un risque d'escalade? Ça veut dire qu'en participant, en donnant des armes plus lourdes c'est une forme d'engrenage, mais j'entends aussi la position de ceux qui disent qu'il faut protéger le peuple ukrainien. Le peuple ukrainien, l'Ukraine est un État souverain qui a été agressé de façon insupportable. Donc on fait quoi, Éric Ciotti? Est-ce qu'on fait comme les Anglais? Nous avons un lourds? devoir de solidarité. Je ne suis pas favorable à ce qu'on envoie du matériel lourd à ce stade. Donc pas favorable à ce stade à l'envoi des chars lourds. Éric Ciotti, le journal Mediapart vous accuse dans une enquête approfondie de profiter de l'argent public pour faire hospitaliser votre mère qui a été victime d'un AVC et qui est hospitalisée depuis 18 ans dans une structure de soins qui habituellement n'accueille que des patients de courte durée, ce qui permet que ces soins soient 100% remboursés par la sécurité sociale, ce qui ne serait pas le cas si elle était dans une structure adaptée à cette pathologie de longue durée. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je crois que là, on atteint le sommet de l'ignoble. Je me suis engagé en politique, pas pour... j'imaginais pas connaître ce type d'attaque. On est allé fouiller dans le dossier médical de ma mère qui, à 58 ans, a subi un AVC, qui est tétraplégique, qui vit sur un lit de souffrance, qui a besoin de soins précis. Ce n'est pas moi qui gère son hospitalisation. Ce sont des médecins qui ont décidé de sa situation. Je ne suis jamais intervenu auprès de qui que ce soit et de quelque manière que ce soit. Mais je trouve... cette méthode, je laisse à ceux qui l'ont fait le soin de gérer leur conscience, mais que la politique atteigne ce niveau de caniveau, qu'on vienne dire que ma mère peut pas avoir droit à certains soins dans l'état où elle est, c'est dégueulasse, c'est ignoble. C'est ignoble et c'est honteux dans notre vie politique d'avoir ces méthodes. C'est de la politique, c'est pas du journalisme. Ils disent quand même qu'elle aurait dû normalement coûter 520 000 euros à la famille. Ce n'est pas du journalisme. Tout ça est ridicule. Il y a des systèmes de contrôle dans notre pays, de régulation des soins. Ce n'est pas à moi de le dire, c'est à ceux qui gèrent cette situation.
qui est géré par des médecins, qui est décidé, par des médecins. Je ne suis jamais intervenu naturellement en rien dans le caractère de la prise en charge de ma mère. Je le dis très clairement. Et d'ailleurs, votre père, qui a été interrogé par les journalistes de Mediapart et qui a répondu, dit payer 20 € par jour, et il dit que c'est le forfait hospitalier. C'est le forfait hospitalier. Si elle était dans une structure, encore une fois, c'est ce que dit Mediapart, si elle était dans une structure de longue durée... Parce que c'est ma mère, elle n'aurait pas le droit d'être prise en charge de façon médicale adaptée. C'est quoi au bout? Il faut qu'on la mette où? C'est quoi la logique de Mediapart? Il faut l'éliminer? C'est ça qu'on vous me dites? C'est ça que vous me dites? Qu'elle ne doit pas être soignée parce que c'est ma mère? Malgré sa pathologie, d'une gravité extrême? C'est indigne. Éric Ciotti, il ne dit pas que votre mère ne doit pas être... Oui, mais ça revient à ça. Un papier, quand on va voler un dossier médical, parce qu'on est allé fouiller pour savoir les interventions chirurgicales qu'elle a eues au quotidien. Vous pourriez porter plainte, c'est totalement indigne. C'est totalement indigne. Voilà, je le dis, être capable de ces méthodes, c'est des personnalités... Vous pourriez porter plainte, Éric Ciotti? Je dénoncerai toutes les attaques qui seront portées sur ce sujet. Éric Ciotti, président des Républicains et député des Alpes-Maritimes. Merci d'avoir répondu à mes questions ce matin.